Bonsoir amis téléspectateurs, fidèles de nos programmes, bienvenue à cette émission spéciale consacrée à ces personnes auxquelles le chef de l'État a accordé ce mercredi en Conseil des ministres sa confiance avec des promotions, nominations au niveau donc de la police, au CES, en passant par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il y a eu du neuf, nous allons en parler ce soir avec Agapit Napoléon Mafourikan que nous retrouvons ce soir avec beaucoup de plaisir. Bonsoir à vous. Bonsoir à Tifo, bonsoir à nos téléspectateurs. À qui sans doute vous avez un peu manqué. On ouvre cet entretien, cette émission spéciale avec la police républicaine. Juste un mot, le directeur général Ounoupé a finalement été remplacé par son adjoint. Votre petite analyse. Pourquoi finalement? Alors, quand on dit finalement, c'est comme si... Des supputations, partira pas finalement. Mais pourquoi partira? Pourquoi partira? Parce qu'il n'y a pas, c'est pas un poste éjectable. Enfin, donc c'est un poste de responsabilité auquel vous convie le chef de l'État. Tout à fait. Lorsqu'il a confiance en vous et lorsque vous avez les compétences. Et parce qu'il a confiance en vous et que vous avez les compétences, il vous convie à certaines hautes fonctions de l'administration et il peut mettre fin à ces fonctions s'il estime peut-être que vous pouvez servir mieux ailleurs ou que un autre peut faire mieux que vous le travail. Donc, dans chaque limogeage, dans chaque remplacement de personnalités qui nous choquent, qui nous frappent, qui font que nous intervenions parfois parce que c'est un parent, c'est un ami, c'est un proche, celui qui est parti ou celui qui est arrivé. Il faut remarquer que simplement c'est celui qui a nommé, qui connaît les raisons pour lesquelles il a nommé telle personne, qu'il avait fait à telle fonction et que tu la donnes. À partir du moment où ce n'est pas un limogeage, le limogeage, c'est qu'on vous relève de vos fonctions. Alors, si c'est un remplacement normal, ça fait partie du jeu normal de l'administration, du jeu régalien, du chef de l'État, des compétences qui sont les siennes et qui ne méritent pas et qui n'ont pas besoin qu'on puisse épiloguer longuement. Maintenant, c'est vrai que la personnalité qui est remplacée est importante, toujours dans le dispositif sécuritaire. On parle du général, de l'inspecteur général de la police. Nazer Ounoupé, qui a contribué à la mise en place donc, de cette fusion au niveau de la police et de la gendarmerie et qui en a été, il l'a fait en tant que conseil spécial du chef de l'État à l'époque, ou bien c'était chargé de mission, en tout cas c'était dans une fonction très proche du président de la République, donc il a accompagné cette réforme et il a pris les commandes pour quand même les 15 premiers mois ou pour ne pas dire les 20 premiers mois. Ouais. Moi je pense que c'est mission accomplie. C'est mission accomplie sans doute. Il a eu des moments difficiles qui ont été ces périodes d'élection. Tout à fait. Où on a quand même vu une police parfois un peu trop à l'écart de la chose. Sans doute avec des consignes de ne pas trop heurter, de ne pas être brutalisé, de ne pas peut-être en venir, mais disons que c'était des moments très difficiles, et pour la police, et pour le directeur général. Pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, donc du coup, peut-être qu'il lui faut un peu de repos, peut-être qu'il faut faire d'autres expériences. Je parle, mais ne nous l'aurons pas, le colonel Léaya, celui qui vient d'être nommé, le contrôleur général de police, c'est tout à fait. Voilà, donc qui en termes militaires est beaucoup plus, plutôt un colonel. Parce qu'il a contribué aussi à la réforme, il était déjà là. Oui, c'était le duo. Voilà, exactement, c'était le duo. Donc, c'est normal que si l'un remplace l'autre, les deux se connaissent. C'est un départ pour une stabilité, finalement. En fait, c'est un départ, c'est un changement. Mais dans la continuité, la tête change, mais en réalité la tête est encore restée parce que le directeur général adjoint il n'était pas non plus des moindres dans la moindre. Il a contribué également à ces réformes, côté gendarmerie, côté police. Donc aujourd'hui, on constate que le policier a fait ses expériences, il n'a pas démérité, il a sans doute fait de son mieux. Le chef de l'État a estimé peut-être qu'il fallait donner un nouveau souffle à cette police républicaine et donc charge le colonel. Je pense qu'il faut saluer le partant. Il faut saluer le général Ounoupé pour tout ce qu'il a donné à la sécurité nationale. C'est un mec bien, comme on peut le dire. C'est un roca de la police. C'est un fonctionnaire de l'État, un commis, comme on le dit. Je pense que c'est des serviteurs fidèles et de l'État. Il fait partie de cette race de serviteurs fidèles de l'État. Il faut le saluer.
Et certainement, s'attendre à le voir sans doute ailleurs. Je pense qu'il a servi, il sert la République. On l'a vu ici et là, sert la République de manière la plus sérieuse possible. Après, dans chaque activité humaine, il a sans doute ses limites. Sans doute il a eu des limites, je ne sais pas, je ne suis pas bien positionné. Mais moi, je salue l'artiste, je salue le professeur, je salue le contrôleur général de police, je salue le chef de la police. Et j'estime que, et j'espère bien que son remplaçant, qui n'est pas des moindres également, va faire avancer beaucoup plus, faire beaucoup mieux que son prédécesseur, un peu le travail, pas facile du tout, pas facile du tout, quand on parle du moral de la troupe, pas facile quand on parle des enjeux de la sécurité publique. Lorsqu'un individu est atteint dans sa chair, on pense à la police républicaine. Lorsque n'importe quoi nous arrive de sur le plan sécuritaire, on parle donc chacun des 10 millions, 11 millions, 12 millions de Béninois attend beaucoup de la police républicaine. Ce n'est pas un travail facile pour la tête. Et donc, comme je le dis, j'espère bien que le colonel Jérôme Monopé va rebondir ailleurs. Et je souhaite bonne arrivée au contrôleur général de police, Yaya, qui prend les commandes et qui sans doute va nous faire voir du meilleur. Alors, encore une toute petite escale ailleurs, un peu loin de la police, au niveau du CES. Là encore, il y a du nouveau, des personnalités sont désignées par le président de la République pour y siéger. On peut les nommer, en tout cas ceux qui sont venus par le choix du chef de l'État, Benoît Sakou, Chabi Maurice Katocha et Léonard Vincent Florent Arbo. Un mot, parce que ces personnalités-là s'ajoutent à de nombreux autres, désignés par des professions, associations et autres, pour notamment animer le CES. Juste un mot, avant qu'on ne... Je pense que le CES est désigné par une trentaine, enfin, est composé de 30 personnes, de 30 personnalités désignées un peu partout. C'est un peu la miniature de l'Assemblée nationale, mais une Assemblée nationale du point de vue économique et social. Moi, j'ai toujours estimé que le Conseil économique et social, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Conseil économique et social est une institution importante, intéressante et dynamique. Parce que de plus en plus, les gens s'interrogent. Non, le Conseil économique et social souffre de ses statuts, de sa loi organique, qui en fait un outil technique aux mains du chef de l'État. Et seul le chef d'État apprécie le contenu de ce travail. Le Conseil économique et social ne met pas sur la place publique son travail. Donc du coup, on a l'impression, mais ils servent à quoi? Ils servent à beaucoup de choses, je peux vous le dire. Ils servent à beaucoup de choses. Ils font de très grandes réflexions sur les aspects de la gouvernance économique, de la gouvernance sociale. Ils font, ouais, quand vous voyez ces centrales syndicales, dont les responsables sont là-bas, dont de grands, mais ils ne vont pas s'amuser. Moi, j'ai lu des rapports du Conseil économique et social qui sont des rapports intéressants. Donc, et regardez la crème de... Ce que sont là, vous ne voyez pas. Envoyez pas les associations de développement, enfin, pas les représentants des localités et les groupes... C'est pas les associations de développement. Les associations diverses de toutes les façons. Envoyez pas le patronat, envoyez pas... Mais c'est une assemblée nationale. Quand comme je dis toujours, j'étais éduqué sur le PPB avec l'Assemblée nationale révolutionnaire. Mais quand vous regardez le CES, pour moi, c'est un peu cette miniature d'une assemblée qui est intéressante, où les gens ont un profil donné, ils ne viennent pas par là, par hasard, ils ont un profil donné, et donc la conjonction de ces profils, la résultante du travail de chacun, donne un mélange suffisamment intéressant que si on l'exploitait mieux, nous n'aurons pas besoin d'une société civile, qu'elle soit ici et là. On n'en aura pas besoin parce que l'État lui-même a créé, la République a créé sa société civile à travers le Conseil économique et social. A mis les moyens. A mis les moyens, c'est une mission de la République. Donc, en principe, on n'en aura que besoin. Quand moi, je prends une société comme Social Watch, mais le vrai Social Watch, pour moi, c'est le CES. C'est le Social Watch institutionnel. Et ils ne dépendent pas, ils ne donnent pas, ils ne sont pas contrôlés, il ne faut pas travailler politique. Donc voilà, moi j'estime qu'on parle très peu de cette institution. Elle-même parle très peu d'elle, bloquée par sa loi organique. Je pense plutôt que si réforme il doit avoir, il est important peut-être de regarder de ce côté, pas dans le sens de l'exclure totalement de la... Non, c'est peut-être le sens de lui donner plus de la parole, plus des moyens, mais plus la parole. Et pour qu'elle puisse intervenir, exposer, conseiller et voir dans quelle mesure le Conseil économique et social et le médiateur de la République peuvent constituer peut-être un tandem intéressant. C'est vrai que vous parlez des profils, effectivement, on en a vu de divers, notamment des chercheurs, par exemple, qui ont des représentants. Alors, on peut changer de sujet, n'est-ce pas? Oui, mais j'invite notre spectateur à faire un retour sur la loi organique de Conseil économique et social
pour voir de près de quoi il est question. Je pense que c'est intéressant. Et peut-être que c'est ainsi comme il y aura l'installation des membres. Je pense que tout ça va se passer. Lundi, je pense. Le lundi, oui, je pense que le Conseil économique et social, la haute autorité de la communication et la haute cour de justice. Voilà, toutes les institutions sont installées lundi. Donc, je pense que dans cette dynamique, on aura l'occasion peut-être de revenir sur ces fonctions-là. Le CES a joué un très grand rôle. Et moi, je suis tout sidéré par la qualité des membres qui sont désignés. Et là également, je trouve que c'est vraiment c'est une belle brochette de bonnes personnes, de cadres, de citoyens, de tous les horizons possibles. Une synthèse des qualités qu'on peut avoir au niveau. En tout cas, c'est une belle brochette. On peut peut-être avoir mieux, mais ce qui est là est très bien pour moi. Alors, parlons de cette maison-là que vous connaissez bien, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Patrice Talon a pris de revers pratiquement, là encore, on va dire, les pronostics. Ça, vous pouvez le dire. Ça, vous pouvez le dire. Je dois avouer quand même que j'ai été surpris aussi. Il ne faut pas passer par quatre chemins ici, j'étais surpris. Je m'attendais à d'autres choses. Je m'attendais à... Ouais, voilà. Quand vous dites autre chose, des hommes... Des médias, par exemple. Oui, on s'est laissé un peu aller à se dire, mais c'est quand même notre tour. C'est nous, on a les qualités. Quand il dit nous, c'est pas Maforican, particulièrement j'y ai été déjà. Moi, j'ai été. Certains noms étaient déjà. Moi, j'y ai été. Je pense que j'ai fait une expérience intéressante et que d'autres pourraient bien le faire. Et peut-être d'autres qui l'ont été, que nous espérions voir un peu plus à un niveau plus supérieur, pourquoi pas de la présidence. Surtout que le chef de l'État fait partie de ceux qui ont très tôt perçu que la HAC a besoin d'être réformé et que les professionnels des médias doivent avoir un regard sur ce qui se passe à ce niveau-là. Mais bon, donc je m'attendais effectivement à ça. Mais ça, c'est quand je m'attendais, ça c'est les aspirations individuelles. Et je disais tout à l'heure que lorsque le chef de l'État, qui en a les prérogatives, remplace un haut cadre ou bien le remplace, ça veut dire qu'il a des objectifs. Il sait pourquoi il a nommé tel à la place de tel. Donc du coup, entre nos pulsions, nos impressions, nos attentes, nos penchants, et la réalité, maintenant la réalité est là, donc on n'a plus à se péter, on a à l'affronter et à faire avec. Voilà. Notamment, il faut le rappeler peut-être pour les téléspectateurs qui ne savent pas, à ce niveau, le chef de l'État nomme 3 personnalités et il a fait, Rémi Prosper Moretti a été donc désigné par le chef de l'État, Bastien Salami et Balkissou Ali Machifa, voilà donc les 3 personnalités nommées avec cette précision que le premier, c'est-à-dire Rémi Prosper Moretti, sera ou est déjà le remplaçant du président sortant. Ah non, c'est très clair, c'est bon que vous ayez. Vous voyez, c'est 2 décrets. À la limite, parce que, vous savez, Rémi Prosper Moretti a été nommé par décret pris en Conseil des ministres. Sans doute les autres. Oui, mais ici, au même titre que les ici, il est nommé après consultation du président de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est ce que j'ai dû lire dans le texte que le président de la République a déjà, après avoir consulté le président. Alors donc, il y a un décret qu'il a nommé, qui a pas normalement. Et maintenant, il y a le grand décret parce que, oui, on n'a pas listé les autres membres de la HAC. Tout à fait, on ne les a pas listés, c'est vrai. On ne les a pas listés au niveau. Il y a un décret qui les nomme. Il y a un décret qui va les nommer les 9 en disant au titre du président de la République. Communicateur, personnalité de la société civile et juriste. Au titre de l'Assemblée nationale, communicateur, personnalité et juriste. Au titre de l'Assemblée. Au titre de l'Assemblée, nous avons justement communicateur Ali Kamaro, Marianne Domingo. Nous avons juriste Fernand Baguidi. Non, juriste, parce que c'est Marianne Domingo alors. Absolument. Et personnalité Fernand Baguidi. Voilà. Donc, voilà un peu pour l'Assemblée. Et au titre des professionnels des médias, au titre des organisations des professionnels, donc, presse écrite, d'abord Franck Botiemé, communicateur au niveau de l'audiovisuel, donc Arma Oussou, tout à fait, et ingénieur télécommunication Cécile Arouemenou. Voilà, donc voilà les 9. Il y aura un décret qui va les nommer en bonne et due forme, mais ce qui est important, c'est le décret qui nomme
le remplaçant, donc le président de la haute autorité de la communication, et c'est fait. Alors, vous les avez, nous les avons cités, donc leurs qualités, notamment, avant de revenir spécifiquement sur le président, les qualités de façon générale, ça augure d'une, on va dire, d'une acte de qualité? Non, vous savez, c'est des exercices auxquels moi je ne me livre pas. Vous savez, ces personnalités dont on vient de citer les noms, mais ils viennent de quelque part. Tout à fait. Mais ils ont vécu. Ils ne sont pas nés hier. On ne les a pas envoyés à l'école, nous. Ils font leur carrière. Ils ont fait ou ils font leur carrière. Dès lors, moi, l'analyse, est-ce que c'est l'analyse politique qu'on fait de leur nomination ou c'est une analyse professionnelle? Moi, je suis là pour faire une analyse politique. Allons-y sur l'analyse politique. Sur l'analyse politique. Mais ils sont là parce que les circonstances ont voulu qu'ils soient là. La profession des médias a élu les siens. Tout à fait. Selon l'approche que la profession même a adoptée. Parce qu'on a dit désigner. Tout à fait. On a dit désigner. Donc, ils ont été adoptés, ils ont été élus, tant mieux. Mais le chef d'État doit désigner un communicateur, il en a désigné. Moretti. Il doit désigner une personnalité. Il a désigné Madame Balkissou Ali. Voilà. Voilà. Et il doit désigner un juriste. Il a désigné Maître Salami. Voilà. Donc, c'est clair. Est-ce qu'ils doivent être là? Ils sont là. Est-ce que l'Assemblée nationale a désigné les siens? Oui. Communicateur Ali Kamarou. Et puis, juriste. Ariane Domingo. Et puis, personnalité. Fernand Bagidi. Alors, donc, dès lors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas. Donc, est-ce que ça augure d'une race de qualité? Est-ce qu'ils se connaissent? Voilà la première question. C'est une équipe. Donc, pour parler de qualité, il faut dire que l'équipe se retrouve. Est-ce qu'ils ont les qualités? Sans doute, puisqu'ils sont désignés sur la base. Donc, la race de qualité, on en parlera seulement une fois qu'elle sera en place. Mais je dis ceci. J'ai lu. On en parle de projet de mathématiques. J'ai lu, on m'a dit un projet de mathématiques. Mais on ignore. Pour calculer le nombre de mots. On ignore que. Le vrai CV. On ignore que son CV qui a circulé. Je ne le connais pas personnellement, M. Moretti. Mais j'ai vu circuler un certain nombre de documents sur lui, mais qui dit qu'il a une ingénierie en matière de télécommunication et notamment du numérique. Transmission numérique, oui. La transmission numérique. Dès qu'on me parle de télécommunication, on est à la HAC. On est en plein dans la communication. Et les télécommunications aujourd'hui font partie. Nous faisons de la télécommunication ici. Nous sommes à la télé, nous sommes assis dans un endroit et nous parlons à des citoyens, des Béninois, à des étrangers, à des gens que nous ne connaissons pas. Parce que des caméras sont là, parce qu'il y a des éléments de transmission, parce qu'il faut les faire par. Et nous utilisons des satellites pour aller sur. Donc, nous sommes dans la télécommunication numérique et nous faisons du numérique. C'est de ça qu'il est question. Alors, la régulation, c'est tout cela. Aujourd'hui, je pense que le chef de l'État a voulu, c'est peut-être ça le signal, c'est peut-être ça le mot important, ce qu'il faut retenir de cette déviation, notamment du président de l'Assemblée. Je ne parle pas de tous. Ça laisse entrevoir donc le projet en réalité du chef de l'État. Je ne vois pas encore les 9, je connais les 3 qui ont été désignés par la profession, je connais certains des 9, des 6 autres, mais je peux parler de la tête, est-ce que ça augure d'une bonne raconte? Mais déjà la tête me rassure moi. La tête n'est peut-être pas celle que j'aurais bien attendue, mais là je suis dans une analyse politique. Et là donc du coup, ce que j'attends n'est pas l'essentiel. Ici, la tête, il est ingénieur en télécommunication et par la transmission numérique. Mais est-ce que alors qu'on a passé le temps, personne, je fais pas de temps, après de la loi organique totalement de 92 de 021, une vieille loi totalement obsolète, hein, à l'ère du numérique, la HAC a se refonder, a se réformer. Je l'ai dit. Le candidat Wissou Ama a fait sa campagne, candidat de l'audiovisuel, maintenant le conseiller Ama a fait sa campagne sur le numérique, une HAC toute numérique. Je pense qu'on ne peut pas avoir ce profil en tant que président de la HAC et se plaindre. Il n'est pas journaliste comme nous. C'est pas quelqu'un de connu, c'est dans notre monde à nous. Mais ça ne suffit pas non plus pour nous morfondre. Pour que, ailleurs, on a l'impression que c'est un professeur de mathématiques. Il a beau être, nous, on est professeur des médias, on est enseignant. Je suis ici comme analyste politique. Je ne sais pas si j'ai fait d'autres études. D'autres peuvent faire d'autres études. Et donc, enseigner les mathématiques n'est pas contraire
à la communication. Un enseignant n'a pas vocation communicateur par ailleurs. Et c'est peut-être là, on peut peut-être revenir sur la notion de communicateur quand on aura peut-être sur notre temps, notamment dans le domaine de l'information et de la communication. Mais dans le cap d'espèce, moi je pense que le profil de M. Moretti est un profil intéressant pour le projet fondamental qui doit être celui de la prochaine ARAC. J'ai l'impression que le chef de l'État trace déjà la ligne de la prochaine ARAC, c'est-à-dire une ARAC numérique, une ARAC qui s'imprègne, qui en même temps rejoint l'impératif aujourd'hui, qui est quand même le passage de l'analogique au numérique. Et on est en 2019. En 2019, on doit être au passage. On doit être déjà passé. On a tellement exactement. En 2019, nous devons déjà être passé. Et aujourd'hui, la manière dont la HAC fonctionne de manière obsolète, sans moyen, sans rien, et elle-même continuant d'utiliser des correspondants régionaux pour suivre les radios qui sont à l'intérieur. Elle est dépassée. Des cadres non motivés, et mal rémunérés, mal fait tout. Je pense qu'il faut réinventer la HAC. Je l'avais déjà dit une fois. Et ça, j'ai l'impression qu'avec ce président qui est dans cette logique, doit pouvoir réinventer la HAC. Il faudrait qu'il y aille dans cet état, dans la logique de la réinventer. Il faut que la HAC lui donne un nouveau projet, le projet du numérique. Et la régulation des médias à l'ère du numérique doit pouvoir, il faut d'abord connaître le secteur. Mais avant, donc, un gars comme Excellent Bastien va être d'une importance capitale. Parce que parfois... il connaît le secteur, il connaît le monde des médias. Il a toujours répondu à nos invitations de la manière la plus... Là, il est de plein pied dans notre régulation. Mais la régulation, justement, des médias, c'est ça. Ce n'est pas que les professionnels. La régulation, ce n'est pas que professionnel. Ce n'est pas que les professionnels. Il faudrait dans n'importe quel pays... Lorsqu'on parle du droit de la régulation, c'est un droit, c'est d'abord un droit. C'est un droit. La régulation, c'est donc le constituant, là, tu as compris qu'il a prévu 2 juristes. L'un nommé par le chef d'État, l'autre nommé par l'Assemblée. Donc, le constituant l'a compris. C'est d'abord, donc il faut un des juristes. Il faut des personnalités. Parce que c'est aussi un regard d'ailleurs, un regard d'autres personnes qui ne sont pas du secteur. Eh bien, il faut des communicateurs. Et quand on a dit des communicateurs, on a ouvert le champ. Même la loi organique rectificative de 2013, de 93, parce qu'on va revenir là-dessus, quand les premiers membres de la HAC devraient être désignés, les gens qui étaient désignés étaient tellement de grands activistes comme politiques très connus, et qui étaient ah mais non, la HAC c'est quand même un truc plus après des médias, ceux-là on ne les connaît pas. Donc il y a une loi organique rectificative pour préciser justement que le chef d'État doit désigner un communicateur, un juriste, une personnalité. Le bureau de l'Assemblée, un communicateur, pour que ça ne soit pour que ce ne soit pas un photo. Alors, mais on a constaté au gré des temps que bon, la notion de communicateur est tellement ouverte, large, tout comme celle de personnalité. Donc, à partir de ce moment-là, les présidents qui se succèdent se donnent l'attitude de nommer qui ils veulent. Et c'est pour ça que le président Talon, son projet, justement, par rapport à la HAC, il voulait recentrer la HAC avec une logique de la reconfier, de la mettre au cœur, mettre les professionnels des médias au cœur du système. Mais le projet n'a pas été entériné. Bon, d'aucuns me diront, oui, mais pourquoi il n'a pas essayé alors de le faire lui-même? Il dit, mais non, après de moi, vous dites, non, on ne veut pas le projet, vous laissez l'autre agir comme bon lui semble. Donc peut-être qu'avec le temps, il s'est rendu compte que bon, voilà, mon projet, personne n'en veut. Alors donc, moi, je fais confiance aux gens qui peut faire le travail. C'est vrai que vous avez déjà parlé de la HAC comme, on va dire, un organe vraiment obsolète pratiquement. Non, c'est pas la HAC c'est pas la HAC qui est obsolète, c'est les textes. Les textes notamment. Absolument, c'est ces textes qui sont obsolètes, qui ne s'adaptent pas au monde d'aujourd'hui, les moyens qui ne suivent pas et qui l'empêchent vraiment de jouer son rôle. Nous sommes à l'ère du numérique et notre HAC, quelle que soit la première mandature, elle est de 94-99, donc on ne peut pas lui faire ce reproche. La deuxième, 99-2004, on ne peut pas lui faire ce reproche. La troisième, à laquelle j'ai eu humblement l'honneur de participer, on parlait déjà. Et lorsque notre conseiller en charge de télécommunications à l'époque, le conseiller Bokov va dire donner, quand il parlait déjà du passage de l'analogique au numérique, il dit, mais donc on a juste donné, à lui, on a donné jusqu'à 2015. À l'époque, on est en 2005 ou 2006. On a donné jusqu'en 2015. Et il dit, pour ceux qui sont pas prêts, peuvent rattraper, ils ont un moratoire de 5 ans. Donc, ça là, et on regardait 2020, tellement d'euros. On pensait que 2020 était tellement loin.
2020, on le regardait tellement comme quelque chose de très loin. Aujourd'hui, en 2019, on a fait de petits pas. On n'a pas fait de grands pas. On n'a pas approprié le numérique. L'économie numérique, c'est vrai. On en parle, il y a un ministère, tout ça. Mais dans notre logique, combien de Béninois utilisent réellement les cartes, par exemple, les cartes prépayées, les DAB, les cartes magnétiques, les cartes bancaires. Très peu. On continue de dépenser l'argent. Combien de personnes font leurs transactions par Internet? On a peur. Combien de personnes... Donc, l'économie numérique, on ne sait pas. Le commerce, on n'est pas dedans. On résiste un peu. Le communication, on ne sait pas. On est là, on est tellement... On n'a pas envie d'avancer. Et pourtant, ce monde va à grands pas. Il est temps donc, de faire également les grands pas de l'avancement. Donc voilà, moi je pense que c'est important. Et donc, vous comprenez que c'est pas la hack qui est obsolète. La régulation, on a besoin d'une régulation. Mais quel type de régulation aujourd'hui? C'est là la problématique. On ne peut plus réguler aujourd'hui comme on régulait il y a 15 ans, 20 ans. Impossible avec les réseaux sociaux. Mais voilà le phénomène du numérique. Le journaliste citoyen. Mais quelle position la HAC doit adopter en face à cela? Donc, c'est pour ça que je salue l'orientation au niveau de la tête tout au long de l'institution. Ici, on a clair. Le président Adam Bonitessi, quand on le nommait, avec tout le respect que j'ai pour sa personnalité, pour le travail qu'il a accompli, qui n'est pas facile, mais quand on le nommait, on ne le voyait pas. On a l'impression que c'était un ancien de l'ORTB, mais il était dans le secteur administratif et financier. Ancien de l'ORTB, ancien député. Avant lui, le président Nata, qui a quand même fait un très bon passage, avec un respect, un salut déférent pour lui. Le président Nata a fait un très bon passage. Le président Nata, c'est un professeur d'histoire. C'est un professeur d'université, ancien ambassadeur, ancien ministre. Et avant lui, le président Lizato. Le président Lizato, lui, il avait une radio. Mais donc ça, c'était un instituteur à la retraite. Et c'était un ancien ambassadeur aussi. Tout à fait. Donc, quand vous remontez nos hacks, après vous allez voir Adalin, Timothée. Timothée Adalin, il est diplomate, si je ne me trompe. Hein, c'est ancien syndicaliste, voilà, et puis politicien, ancien député, ancien ministre. Et avant lui, juste celui qui a fait quelques jours, c'est Paoletti. Paoletti, c'est un homme politique de l'ancienne génération, de l'UDD. Et avant lui, vous allez voir René Meiro de ça, le tout premier président, mais qui est journaliste, lui, de formation, mais qui n'a jamais exercé. Il a été tout le temps, s'il n'a pas été ministre, il a été chef de district, s'il n'a pas été chef de district, il a été directeur général de société, et puis 5 ans, il a quitté là, c'est pour être président du Conseil national de la communication, l'ancêtre ou bien le parent, le père direct de la HAC, et après il a pris la HAC, et à la fin de la HAC, il est décédé. Donc voilà, tout simplement. Donc, quand vous regardez les profils des présidents de la HAC, je pense que ce profil-ci, d'ingénieur des télécommunications, notamment, répond aux exigences du temps. Transmission numérique. Moi, je trouve que ce profil est beaucoup plus proche des exigences d'aujourd'hui. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense qu'il va falloir peut-être juger M. Moretti sur pièce. Mais pour moi, c'est déjà un bon signal. Le signal est donné. Il appartient maintenant aux membres nommés donc, de prendre la main. Et comme déjà dès le lundi, ils vont être installés, j'espère bien qu'ils prendront la main et ils conduiront l'institution. Voilà. Bon, de toutes les façons, les chantiers sont vastes et ça ne devrait vraiment pas avoir du repos à ce niveau-là. Les autres, la HAC, on va dire la 5e mandature, notamment beaucoup de griefs, peut-être parfois à tort, vous l'avez déjà dit, c'est un travail pas facile. Le rapport avec les médias, là encore, c'est un chantier qui attend la 6e mandature, celle qui est à venir lundi prochain. Écoutez, le travail, le rapport de la HAC avec les médias ne peut pas être des rapports d'amitié. Ça peut être des rapports de convention, de collaboration. C'est comme le gendarme et le voleur. C'est comme le policier et le criminel. Ce ne sont pas des amis, ils ne peuvent pas être des amis. Les médias aspirent à plus de liberté. La HAC a la fonction, la mission de normer, pas de les bloquer, non, mais de normer cette liberté. C'est-à-dire, sur le plan des droits, du droit en application au Bénin, du droit international auquel nous sommes partis, la HAC a la mission de faire en sorte que, autant que l'une ne soit enfin, que quiconque ne soit empêché, donc de jouir de sa liberté d'expression et sa liberté de penser et sa liberté d'aller et de venir,
mais que sa liberté n'entre pas celle de l'autre en matière d'information et de la communication. Donc, respect de la liberté de presse, respect de l'éthique et de la déontologie. Défendre la liberté de presse, mais veiller au respect de l'éthique et de la déontologie en matière de la presse. Donc, en la matière, la HAC est une position médiane où il doit non seulement agir pour que les médias aient plus de la liberté, elle en a très peu fait parce que on n'a pas déjà beaucoup de moyens pour le faire. Mais au niveau du respect de la déontologie, elle l'a fait. Elle l'a fait parfois avec des suspensions, des décisions qui n'ont pas été toujours appréciées. Mais ce n'est pas évident que ces décisions soient appréciées. Comme je vous l'ai dit, ces deux fonctions, ces deux positions différentes, ça ne peut pas valoir adhésion facile parce que non, ce n'est pas possible. Alors donc, ce qui est important, la HAC est en train de finir. Moi, en tant que professionnel des médias, même si je n'exerce plus, encore que j'ai repris du job, ce qui est important, que moi je retiens de cette HAC, c'est quand même la création du Fonds de développement des médias. La FADEM. C'est un truc que nous tenons, c'est l'une des recommandations des États généraux de 2003, de 2002. J'en arrive même à oublier la date. Donc, ces États généraux, nous voulions un fonds de développement de la presse, un fonds d'aide à la presse. Aujourd'hui, le fonds a été créé grâce à cette HAC-là. On doit le garder, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. On a des rapports calamiteux. Non. Ce n'est pas des rapports faciles à entretenir. C'est vrai qu'elle aurait pu être meilleure, cette HAC. C'est vrai que de l'intérieur, on a eu l'impression que la marée n'a pas pris. C'est vrai que l'équipe aurait pu aller mieux au regard des travaux qui ont été faits avant son arrivée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait. Ils ont fait de leur mieux. La fonction de réguler la liberté n'est pas la chose la plus facile. Parce que chacun pense que sa liberté est la liberté. Et vu à partir de ce moment, on espère, on y va, en pensant que celui qui nous restreint au nom de l'ordre public, celui qui nous restreint au nom du droit de l'autre à jouer sur sa liberté, on pense qu'il nous fait mal. Oui, il nous fait mal parce qu'il est obligé de le faire. Parce que là où commence notre liberté, ça arrête. Là où commence la liberté des autres. Ça arrête celle des autres. Voilà. Donc là où commence la mienne, ça fait que celle de notre s'est arrêtée là. Et la mienne doit être arrêtée là où commencera celle de notre. Donc c'est un peu comme ça, il faut comprendre le jeu pour moi. Alors voilà donc pour ce qui concerne l'aspect du rapport avec les médias, c'est vrai que il faut le rappeler, ce fut quand même une des HAC, notamment à l'avènement des réseaux sociaux, est passé par là, beaucoup de griefs et autres, mais vous l'avez dit, ce n'est pas un boulot facile. Mais regardez par exemple, je parle des réseaux sociaux, mais est-ce que la HAC s'est occupée vraiment de ça? Non, pas vraiment. Mais si elle devait s'occuper, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? D'autant qu'elle n'a même pas tous les moyens possibles. La loi dit que même les sanctions qui doivent être prises là doivent être faites en collaboration avec l'autorité de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, c'est ça, l'ARCEP. Oui, donc, doit se faire avec l'ARCEP. Et un décret devrait organiser ça. C'est pas prêt, c'est pas encore prêt. Donc, les nouveautés des médias, que ce soit le code de l'information et de la communication ou le code du numérique ont prévu, mais je pense que nous avons encore un travail de législation à faire, mais un travail de législation rapide en matière de la... Même pour moi, le code de l'information, le code du numérique doit fondre. Pour moi, l'une des choses, c'est que nous devons fondre aujourd'hui le code du numérique et dans le code de l'information, le code du numérique, et en faire un seul texte. Ok, et intégrer un certain nombre de données. On ne doit pas mettre la HAC et la CEP au même niveau, non. La CEP est une structure dépendante du ministère de la Communication. La HAC est une institution républicaine. Et donc, du coup, les décisions que la HAC veut prendre ne peuvent pas être en collaboration avec la CEP. La HAC peut demander et recevoir l'avis de la CEP sous un temps donné. Vous comprenez? Mais la HAC, librement doit prendre une décision, doit prendre sa décision. Regardez comment ils ont été désignés. Les professionnels l'ont envoyé, le chef d'État a désigné, le bureau de l'Assemblée a désigné. C'est une institution représentative de notre République. À partir de ce moment-là, on doit lui laisser la main de prendre ce type de décision-là. Donc, cette manière de partager le pouvoir, ça crée plutôt l'inaction. Et c'est là qu'il faut essayer donc de voir. Pour moi, il faut fondre le code du numérique avec le code de l'information et de la communication et donc tomber sur un nouveau texte qui prend en compte les défis d'aujourd'hui. Le journaliste citoyen, il faut régler la question du journaliste citoyen, du journaliste à l'heure du numérique. Il faut régler le truc des amateurs, c'est-à-dire que le citoyen lambda qui communique par les réseaux sociaux.
Il faut séparer le journaliste professionnel et le citoyen journaliste qui publie tous les jours. Mais il faut régler le cas. C'est pas réglé dans les codes. C'est le code du numérique donne l'impression d'être beaucoup plus répressif et absolument, à mon avis, inutilisable réellement. Que justement, en dehors de ça, c'est les tribunaux qui tranchent. C'est les tribunaux. Le tribunal, ça c'est le pouvoir judiciaire. On ne peut pas rentrer dans ça. On peut mettre les balises pour protéger la profession, mais après le tribunal, c'est le secteur de la justice qui se gère. Donc, mais en dehors de ça, le travail de l'autorité administrative indépendante confiée à la HAC ne doit pas l'empêcher non plus de faire son travail. Ça veut dire qu'il faut lui laisser la main, lui donner les moyens pour qu'elle puisse aller de l'avant, pour qu'elle puisse faire son travail. Moi, mon credo, c'est que nous attendons beaucoup de la HAC. Je pense qu'il faut leur donner les moyens. Et quand il dit les moyens, c'est les moyens financiers. Mais aujourd'hui, la HAC a besoin des moyens logistiques, des moyens techniques. Il faut refondre, pour moi, la loi organique, les textes. C'est tout un travail. Je pense, franchement, moi, s'il y a un défi, qu'il y a un chantier que moi je voulais proposer au président Moretti, c'est vraiment d'ouvrir un chantier sur la modernisation de la HAC. Carrément. Vous savez, avant, il y avait une direction des études à la HAC. Présidé par une grande dame, Madame Amoussou Amélie, qui est passée comme présidente de la Chambre judiciaire à la Cour suprême, elle est à la retraite. La direction des études avait un travail à faire. Quand on est arrivé, bon, dans les réformes, cette direction a été supprimée. Il y avait aussi un problème de cadre à l'époque, mais la direction a été supprimée. Aujourd'hui, je me rends compte que la HAC a besoin en tout cas, d'un laboratoire de prospection, qui est dans la prospection, qui est dans l'analyse, qui est dans demain, mais le demain proche du devenir de cette institution. Parce que beaucoup, quand ça ne va pas que beaucoup disent, la HAC ne fait rien, et là, on voit la HAC dans la régulation et dans les sanctions. La HAC ne fait pas ça. Parce que, mais les gens, comme je vous ai dit, réguler la liberté n'est pas facile. La liberté, surtout, la liberté de parole, la liberté, et les gens se laissent aller, ils vous injurient. Mais l'injure, c'est quand même une petite dédication. Maintenant, au niveau de l'État, on ne peut pas laisser les gens vous injurier. Je pense que la HAC, regardez cette mandature qui est finie. Mais si la HAC devait frapper, mais le président Soglo a dit beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Par exemple, elle a dit des choses, mais il n'a pas dit, on ne l'a pas écouté. Les réseaux sociaux ont relayé plein de choses. On n'a écouté personne. Donc, alors, on a dit que la HAC là, ici, là, ça. Au même moment, il ne faut pas qu'on continue d'injurer des gens par les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'on continue d'utiliser les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Quand vous donnez votre avis, il y a des cris d'âme, des gens, des galeux, peleux qui sont passés par là et qui vous injurient, votre papa, votre morphologie, mais c'est pas sérieux. On ne doit pas continuer à tolérer ça. C'est pas ça la liberté. Donc voilà. Donc pour moi, on doit pouvoir. Maintenant, là également, comme je vous l'ai dit, il faut séparer le journaliste citoyen du journaliste. Le journaliste citoyen, lui, il est dans. Bon, c'est un citoyen, qui est peut-être qui comprend rien à rien, mais qui a envie de se libérer de sa mauvaise journée ou bien de sa mauvaise nuit passée. Alors, donc, bon, voilà, il se défait chez vous. Bon, là, l'État peut voir dans quelle mesure. Mais le journaliste professionnel doit rester dans la profession, dans la rigueur. Donc, il faut revoir tout ça. C'est pour ça que je dis, il faut revoir tous les textes. Notamment, il faut refondre le code de l'information et le code du numérique pour nous sortir un très bon texte. Voilà donc ce qui attend la HAC à venir comme étant un chantier sérieux donc de législation. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. C'était un plaisir de vous retrouver ce soir. Donc, au plaisir aussi de vous retrouver prochainement. Merci, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée à chacun et à tous.